Juillet 2020. La France est déconfinée depuis un mois et les salles obscures rouvrent enfin leurs portes. Nos deux cinéphiles patentés vont continuer d'honorer le 7e art. Bienvenue dans le ciné déconfiné, une émission faite par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du ciné déconfiné, l'épisode 1 pour être plus précis du ciné déconfiné, car oui, les cinémas sont rouverts depuis une semaine, et pour l'occasion, nous avons décidé de regarder un film, pour ma part en tout cas, un film du cœur. On va donc parler de Rencontre du troisième type avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Donc Rencontre du troisième type, réalisé par Steven Spielberg, sorti novembre 1977, avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Terry Garr et Melinda Dillon. Tout d'abord, Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Ce film, ça va être compliqué de le critiquer. Là, on attaque un socle, un pur socle du film fantastique SF. Enfin, c'est vraiment un film de Spielberg. Donc en 77, c'est son troisième vrai film de cinéma pour le coup. Je compte pas Duel, qui était un téléfilm, alors qu'il a bénéficié d'une ressortie plus tard. Là, on était en 71. Et il avait fait après Sugarland Express en 74, 75, donc évidemment Les Dents de la Mer, qui pour le coup est peut-être mon Spielberg préféré. Et lui, donc c'est le troisième, donc 77. C'est-à-dire que pour quiconque aime Spielberg, je pense que ce film-là, c'est vraiment celui qui regroupe toutes ces thématiques. Enfin, je veux dire, il y a tout dedans de Spielberg, quoi. C'est-à-dire, on retrouve à la fois la thématique familiale, on a l'acteur Richard Dreyfuss, moi que j'adore en plus, qui jouait déjà dans Les Dents de la Mer, le personnage de Matt Hooper, donc là qui est ici le protagoniste principal du film. T'as une espèce de rapport aussi, de la famille, même dans la gestion des couleurs, de l'avenue de l'étranger avec ses plans très larges, tu sais, où t'as beaucoup de figurants sur le même plan, des espèces de grands plans d'ensemble comme ça qui te rappellent un peu la petitesse du monde face à l'étranger. Il y a un côté, je sais pas, il y a un sens de l'émerveillement qu'on peut retrouver dans ces films un peu d'aventure. Moi, je pense à Jurassic Park. Toi, il y a vraiment c'est des films d'une époque, quoi. Et il y a un charme en plus, l'espèce de, tu sens que ça a été fait aussi en studio. Alors il y a une espèce de travail qui est assez intéressant, qui parle, comment dire, je vais les mettre en coopération, hein. C'est-à-dire que t'as à la fois le décorateur Joe Halves et aussi, alors je vais éplucher son nom, j'espère pas, le directeur de la photo c'est Vilmos Zsigmond, j'espère que je le dis bien. Et en fait je trouve que l'adage fonctionne à merveille, quoi. T'as une espèce de colorimétrie, espèce de, tu vois, de nuit américaine, de jeu de fumée avec l'arrivée d'extraterrestres qui sont à la base modélisés par des espèces de jeux de couleurs dans le ciel, qui me fait penser d'ailleurs un petit peu à la vision de l'extraterrestre qu'a Cameron dans Abyss. Tu vois, je trouve que on est sur un même style de mise en scène avec des plans d'ensemble très larges. La caméra est même parfois posée, hein. C'est pas non plus toujours très fréquent chez Spielberg. C'est vraiment, la caméra est posée, c'est des plans très longs où voilà, on prend le temps d'observer un peu le paysage. Et je trouve que Cameron fait pareil dans l'eau. En fait, t'as des espèces de, il filme l'océan comme un espèce de grand désert, un peu avec en plus une colorimétrie bleue évidemment, donc un espèce de bleu, mais qui rappelle aussi la nuit américaine, avec des jeux de lumière, voilà, une espèce d'entité qui débarque. Et d'ailleurs, on sait pas tout de suite si c'est une menace ou il y a quelque chose de très énigmatique en fait. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, donc de Spielberg, c'est que on va découvrir un peu ce qui se passe. Alors, on suit l'histoire par le biais de plusieurs personnages, notamment celui de donc Richard Dreyfuss, mais c'est surtout à travers lui qu'on va découvrir un peu ce qui va se passer, quoi. Donc il y a une espèce d'immersion qui se fait autour de ce personnage-là qui est intéressante. Et en même temps, il n'est pas tout seul parce que tu as aussi, donc tu citais François Truffaut, donc lui qui va représenter l'autorité un peu scientifique, qui vont voilà, comprendre plus ou moins ce qui va se passer, et qui vont de leur côté, comment dire, se préparer eux aussi à l'arrivée des extraterrestres. Donc on suit le chemin par plusieurs personnages quand même, mine de rien. Et je trouve que c'est intéressant, il y a différents points de vue. Euh, et ouais, c'est un film, bon en plus on peut citer tellement de choses, il y a la musique de John Williams qui est connue, mais qui est magnifique dans ce film-là, parce elle sait aussi à la fois être énigmatique, et en même temps, ouais, t'as un sens du merveilleux. Moi je pense à toute la scène finale en fait, sur la montagne, avec l'arrivée, voilà, là on est vraiment sur la rencontre du troisième type, hein, comme le titre l'indique. Et je trouve que, ouais, t'es emporté, quoi. Et aussi très Spielbergien dans, toi, ces grands plans qu'on va faire des regards émerveillés des personnages principaux, tu sais, l'espèce de travelling très lent en avant. Il y a quelque chose de, ouais, il capte le merveilleux, quoi. Et il réussit à émerveiller le spectateur. Et ce film-là, je trouve que c'est un cas d'école là-dessus, quoi. Je trouve que c'est vraiment un de ses plus réussis, en tout cas dans ces films comme ça, on va dire populaires, une espèce de faux blockbuster, mais qui est aussi très sur l'intime, quoi.
Du coup, je l'avais vu qu'une fois avant. C'est vrai que même en l'ayant vu qu'une seule fois, je sais pas, le film m'était vraiment resté en tête et j'ai toujours pensé que c'était mon Spielberg préféré. Et du coup, en l'ayant revu, je comprends pourquoi. Comme tu dis, effectivement, il y a tout Spielberg. Et effectivement, via effectivement le biais de ces trois arcs narratifs en fait qu'on suit, c'est-à-dire donc effectivement donc François Truffaut, le côté scientifique, gouvernement. Il y a aussi un côté un peu aventure parce que bon, ils vont un peu partout, ils vont dans le désert, ils vont en Inde. Il y a même un plan, je sais pas si moi ça m'a fait ça en le voyant, qui m'a fait un peu penser à Indiana Jones quand ils arrivent dans un espèce de marché ou dans des rues en Inde. Et du coup, tu as les vieilles voitures qui se garent avec tous ces scientifiques et militaires qui sortent de vieilles jeeps ou de voitures et tout, de partout. Et ça m'a fait un peu penser dans Indiana Jones quand ils sont poursuivis merde, quand ils sont en Égypte et qu'ils sont poursuivis par des mecs et ils sortent tous des bagnoles et tout en même temps. Enfin, je trouve qu'il y a cette même vibe, cette même vibration. Mais on est dans cette imagerie-là, ouais, de grands films d'aventure. Ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Et après, du coup, donc tu as le côté. Alors c'est là aussi où je trouve très fort ce film. Il y a à la fois du merveilleux, mais il y a aussi quelque chose de très à la fois inquiétant. Par exemple, avec l'arc narratif de la mère et de son fils, donc le fils qui se fait enlever par les extraterrestres, je dirais à peu près un bon tiers du film, Ouais. euh, voire même la moitié d'ailleurs, voire même la moitié du film. Et en fait, justement, tu as ce côté où tu commences l'intro très merveilleux, très énigmatique, mais en tout cas vraiment posé d'un point de vue positif sur les extraterrestres. Après, tu as un truc qui se retourne avec du coup l'enlèvement de l'enfant et le mari qui se met, donc Richard Dreyfus, qui est père d'une famille, 3 enfants, une femme, etc. Et qui, après avoir vu les extraterrestres, en fait, se met complètement à vriller et complètement obnubilé par ça. Et là, tu as la destruction de sa famille et enfin, c'est tout ça et ça te retourne le ton du film, je trouve. Bah, il y a un côté, parce que ce qui arrive en fait, malgré ce que la musique, moi, il y a aussi le travail de la musique qui est intéressant, qui est aussi des fois paradoxal, c'est-à-dire que, en fait, comme tu as raison, ce qui se passe dans la famille du personnage de Roy Neri, donc qui est joué par Dreyfus, en fait, c'est pas gay, c'est vraiment le mec qui, ouais, il commence à vriller, comment dire, à avoir une obsession par les événements dont il a pu être témoin, puis en fait, il va commencer à avoir des visions, et puis ne penser qu'à ça, et puis jusqu'à devenir presque un malade. Enfin, en tout cas, d'un point de vue extérieur, on regarde ce mec-là comme en fait, c'est presque lui l'étranger du film en fait. Aux yeux, d'ailleurs, il y a une scène qui traduit ça assez bien. D'ailleurs, c'est la scène où justement, alors, l'idée du personnage, donc lui, a été témoin d'une vision extraterrestre au début du film. Enfin, en tout cas, d'une vision d'un étranger. Voilà, on peut dire ça. Oui, voilà, voilà. Donc c'est un des premiers témoins d'ailleurs. Et donc ce mec-là, voilà, il va avoir des visions d'une espèce de forme, donc qu'on apprendra à la fin à être un espèce de récif montagneux où en fait c'est ici que va se passer, c'est une sorte de message crypté pour dire ici va se passer la rencontre. Et lui, il le sait pas encore. Il voit juste cette vision et puis il est en tête, il a besoin de la remodéliser. Et il y a une scène qui est bien, enfin, une espèce de climax de sa folie, c'est quand il est en train de déraciner le jardin, les plantes. En fait, il prend tout ce qu'il peut prendre comme objet à l'extérieur, à l'intérieur, puis il regroupe tout dans le salon pour reconstruire la forme dans le salon. Alors, devant les yeux de sa propre famille avec qui déjà ça bat de l'aile, et aussi bah, évidemment de tout le voisinage, qui le regarde en fait presque. Voilà, encore une fois, c'est lui, à ce moment-là, pour les yeux des gens, l'étranger n'est pas l'extraterrestre qui débarque, c'est lui. Ils sont tous, qu'est-ce que c'est que ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait et compagnie. Et d'ailleurs, c'est ici que ça va marquer un point de rupture avec sa famille. Et là où je trouve intéressant, on parlait des aspects Spielbergiens, donc le rapport à la famille, c'est que là encore, comme dans pas mal d'exemples, mine de rien, parce qu'on traite souvent de naïf, Spielberg, il a toujours été longtemps traité de naïf à l'époque, en tout cas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une vision aussi parfois, enfin souvent décomposée de la famille. C'est-à-dire que en tête, par exemple, on peut penser à Jurassic Park, où en fait finalement le personnage de Sam Neill veut pas d'enfant. Donc il y a quand même un truc. Le schéma de la famille modèle est cassé toujours dans, par exemple, Le Monde Perdu. Le personnage de Goldblum a une fille, mais tu comprends qu'il sait pas trop la gérer. Il est célibataire, c'est plus sa femme. Ouais, puis tu comprends qu'il y a eu probablement plusieurs femmes, Et etc. voilà, et l'exemple le plus frappant, c'est d'ailleurs la guerre des mondes, qui est d'ailleurs l'antithèse de celui absolu, puisque là on n'est pas du tout sur la même approche. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un père divorcé qui ne sait pas en gros gérer ses enfants au début du film, qui va apprendre avec les événements dramatiques qui lui arrivent à les gérer. Et là, dans ce film-là, c'est un mec en fait, qui a une famille modèle, en fait, qui a une maison modèle, dans un lotissement modèle, vraiment la belle vie, quoi. Et en fait, il va tout saccager tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est que il va réagir, et moi c'est ce que j'ai aimé dans le film aussi, c'est qu'il va tout le film, il passe son temps à réagir comme un petit garçon, comme un enfant. C'est-à-dire, il y a des scènes, enfin, je veux dire,
On parlait de son obsession pour cette forme, justement. Le mec, quand il est il y a une scène qui est criarde par rapport à ce que je dis. Quand il est dans le repas, une espèce de dîner de famille, comme il y a souvent chez Spielberg, d'ailleurs, il y a aussi dans Les Dents de la Mer, où il va justement, il est encore sur cette forme-là, essayer de la modéliser avec, selon son esprit, hein, avec la purée qu'il est en train de manger. Donc il va te faire une forme de montagne, compagnie, sous le regard de son petit garçon qui le regarde genre mais qu'est-ce que c'est que enfin qu'est-ce que tu fais quoi. Et elle fait référence, elle fait écho, enfin référence, je sais pas, mais en tout cas elle fait écho à la scène dans Les Dents de la Mer où le personnage de Shader, donc le flic Brody, Martin Brody je crois, en gros vivait un moment assez dramatique dans le film, c'est-à-dire qu'il y avait eu un mort déjà par un requin et la mère de la victime l'avait directement accusé de dire bah, vous êtes policier, vous auriez dû faire quelque chose pour fermer les plages. Alors il est pas bien, il se trouve à boire à sa table pendant le dîner et il va avoir une espèce de scène de comment dire de complicité avec son fils, ils vont se faire des grimaces, et ça me fait penser à cette scène en fait, c'est des personnages dans le tourment, et qui sont toujours observés par, il y a une espèce de point de vue familial, tu vois, une espèce d'exigence d'être un modèle, et à ce moment-là, lui, il commence à sombrer en fait, comme quand il est dans la salle de bain, où il est en train de pleurer dans la baignoire, son fils le regarde en lui disant, mais t'es pas mon père, en gros, il est plus fier, parce qu'il n'a pas le rôle modèle en fait, tu vois. Et mais alors, même ça, j'ai envie de dire, alors, enfin, c'est aussi pour ça que j'adore Spielberg. Et là, toutes les caractérisations de personnages au début sont vraiment excellentes. En fait, le côté déstructuré de la famille, elle est présentée dès leur premier plan, où tu le vois, lui, avec sa maquette, qui est en train de jouer. En fait, déjà on te montre que c'est un grand enfant en fait dès le début. C'est ça. T'as sa famille, ses fils qui font n'importe quoi, l'autre qui est en train d'éclater un bébé, enfin un bébé, non, pardon, une poupée. Oui, On pas au serait dans un sens autre figuré du terme. ça en train d'éclater une poupée en plastique, en train de gueuler, sa femme qui est là, qui fait ah mais t'en fous partout, putain mais qu'est-ce que c'est que ça machin. Et puis l'autre qui écoute à demi mot, tu vois, puis qui regarde le journal et oh trop bien, ils vont passer Pinocchio et tout au cinéma. Enfin c'est enfin, dès ce plan-là, en fait, tout est montré, le côté déstructuré, etc. Et un truc qui est hyper intéressant, je pense, alors je suis pas sûr de moi, mais je pense que toutes les scènes avec lui et sa famille sont filmées avec un espèce d'effet, je sais pas comment dire. En fait, c'est une sorte de double lentille qui permet en fait de faire de faire varier entre guillemets la profondeur de champ de deux côtés de l'image. En fait, c'est comme si tu avais une profondeur de champ à droite et à gauche de l'image. Oui, c'est vrai, Là où ouais, normalement, en fait, quand tu fais changer la profondeur de champ, c'est toute l'image, tu veux, c'est tout l'arrière-plan qui va être flou ou net, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, tu as un plan fixe t'as le salon, l'arrière, machin, t'as le père qui est avec ses gosses devant la télé, et t'as la mère du coup qui décroche le téléphone. C'est au moment où en fait c'est ce qui bosse dans l'électricité, je crois, et on l'appelle pour dire ouais bah il faut que tu viennes, on a des problèmes sur les lignes électriques et tout. Et donc au début c'est la mère du coup qui est du coup en netteté au premier plan, et du coup tout l'arrière-plan est flou du oui, coup. oui, il est pas Ce qui concentré se sur. passe, c'est qu'après le père va récupérer du coup le téléphone. Euh, Attends, non, merde. Mais là, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as une passation en fait où toute l'image est nette. Et en fait, ça, en vrai, c'est pas. Enfin, euh, vu que tu as une profondeur de champ, si tu veux, soit le premier plan est net, soit l'arrière-plan est net. En fait, tu peux pas avoir les deux. Enfin, tu peux pas avoir les deux nets si vu que le plan ne change pas. Je sais pas si tu Oui, vois ce oui, que je veux dire. oui, oui, mais il y a un contraste Euh, directement qui est fait. Ouais. Ouais, t'as tout un jeu comme ça, et en fait, ce truc-là, dès le premier plan, ça montre la cassure. En fait, dès ce coup de téléphone, il y a une séparation qui va se faire entre le père et le reste de la famille, en fait. Et après, tout cet effet-là, il va rester. Et c'est assez rigolo parce que sur l'image, en fait, ça te fait une espèce de déformation en haut et en bas de l'image où il y a toujours un espèce de petit flou. Et du coup, au milieu, ça ferait un peu comme une vue de lunette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, avec deux ronds de lunettes qui seraient et tu retrouves cette séparation également quand après qu'il a eu du coup son expérience du coup avec un ovni, où il a vu un ovni. Il va réveiller sa famille, sa femme, etc. Il fait allez venez et tout, faut que je vous montre un truc et tout. Et puis bah au final ils vont là où il a vu quelque chose, et sauf que là bah, il y a plus rien. Et pareil, du coup, là, t'as la femme qui arrive, du coup, qui est à côté de lui. Donc, ils sont tous les deux au premier plan net. Mais vu que t'as cette espèce d'effet de distorsion d'image, t'as du flou, en fait, entre deux. Donc, eux deux sont nets, mais t'as du flou au milieu. Enfin,
Voilà, c'est ça, il te fait un, 2 plans et pouf, c'est bon, tu as compris, la relation entre les personnages, tu as compris, ce qui va se passer par la suite et cetera. Il a besoin que d'un plan pour faire ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, tu vois, non, il y a toujours, enfin, on peut piocher tellement de trucs dans Spielberg. Moi, c'est surtout il y a je veux dire, moi, son film, par exemple, pourquoi j'adore Les Dents de la Mer, par exemple, à côté aussi, hein, c'est que je trouve que c'est un film qui est très simple dans sa narration, si tu veux, c'est vraiment une histoire, mais enfin, comme tu dis, là, on parlait de ce qui va te mettre en info sur un plan. Et ben, en fait, c'est des films, encore une fois, où tu peux couper le son, en fait, tu comprends tout ce qui se passe parce que c'est hyper bien, la narration est hyper bien construite dans le montage, dans la mise en scène. Et ça, c'est, encore une fois, dans ce film-là, c'est un exemple là aussi frappant. Et dans ce film-là, encore une fois, je me répète, parce que j'aurais presque envie de dire que ce qui me marque le plus dans ce film-là, c'est la façon dont il va gérer les niveaux d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre enfin, c'est quand même des films avec, enfin, c'est presque Laurence d'Arabie, quoi. Je veux dire, il y a des scènes avec des protagonistes, il y en a des centaines à l'écran, genre c'est des très, très grands plans d'ensemble. Je veux dire, quand t'as le vaisseau je sais pas comment ça a été fait. Alors, j'ai pas vu en détail le making of du film ou comment ça s'est produit, comment ils ont fait ça. Enfin, genre l'arrivée à la fin, l'espèce de montagne avec l'arrivée du vaisseau extraterrestre qui débarque et tout, avec ces plans où t'as des centaines de petites ombres de tous les techniciens qui sont là, qui ont essayé de commencer à créer un contact avec eux. Et, enfin, il y a un côté, ouais, ça donne déjà de l'ampleur. Il y a une ampleur en fait qui se dégage de ce film-là, qui est en plus aidé par la musique. Mais toi, il y a quelque chose. Moi, c'est vraiment, ouais, ce niveau d'échelle. En plus, ce qui est intéressant, c'est de tourner ça se passe dans le Wyoming, je crois. Enfin, du coup, c'est des espèces de grands plans de désert avec des perspectives, des espèces de points de fuite. Enfin, c'est vraiment ça. As une impression, ouais, d'immensité. Ce qui rend le truc encore plus féerique parce que avec cette espèce d'harmonie de couleurs, ce côté, je sais pas, il y a un côté presque poétique au film. Bah, puis, en Inde aussi, tu as aussi cet effet-là quand, tu sais, ils sont tous en train de chanter et puis du coup le scientifique, Truffaut, va voir, je sais pas, je crois que ça doit être des moines ou quelque chose comme ça. Ils sont tous avec des toches blanches et jaunes. Donc il va voir le chef des moines et qui leur demande: «Où est-ce que vous avez entendu cette chanson?» Et puis tu vois ils se mettent en d'une colline et tu as tous les moines qui étaient en train de chanter qui les suivent et tu les vois au loin, en arrière-plan et tout. Enfin, c'est vrai que c'est ouf. Ouais, ouais, et c'est vrai que ce plan-là, je me suis dit: «Mais putain, il y a combien de figurants sur ce plan?» C'est Oui, tu vois ce que je veux dire? Ce côté, et tu vois, c'est des niveaux d'échelle. Moi, j'avais bien aimé, rien à voir, on change complètement de sujet vite fait là, mais c'est pour te faire l'exemple, tu vois, un film comme Dunkerque, on en pense ce qu'on veut, mais le début de film s'ouvrait sur des plans comme ça, où alors, lui qui est dans son espèce de volonté de réalisme, il te mettait des centres, mais pas des acteurs comme on peut imaginer dans, je sais pas, par exemple, dans n'importe quel péplum où tu vas te mettre en fond des espèces d'effets numériques pour te faire croire qu'il y a du monde. Là, c'est des vrais acteurs et tu sens que ça bouge que sa vie, mais jusqu'à des très 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 loin, quoi. T'as des plages énormes de soldats, enfin, et ça donne tout de suite une espèce de gageur, un espèce de truc, en plus d'être réaliste, mais un côté, ouais, t'es dans un truc énorme, quoi. j'ai j'aime dans le même ordre d'idée, il y a aussi le côté avec, tu sais quand alors tu vu quelle version du film? Alors, moi, j'ai dû voir la normale, simplement la normale. Parce que D'accord. Est-ce que du coup, tu pas la scène avec le bateau? j'ai Où ils trouvent un bateau dans le désert? moi, j'ai celle avec un avion, il trouve l'avion. Euh, Ouais, les avions, donc ça, c'est au début, ouais. Alors du coup, bah le bateau, je sais plus. Du coup, bah, alors du coup, moi j'ai regardé la Director's Cut, du coup, c'est la dernière version qui est sortie, qui est en fait alors il y a 3 versions en fait. Tu as la version cinéma, donc celle que tu as dû voir. Il Ouais. y a une version édition spéciale qui est en fait un premier remontage de Spielberg où il a rajouté et retourné certaines scènes en fait Bah, et il en a retiré de la version moi, initiale. j'avais vu que ce montage que tu dis là, il avait pas été fait très rapidement à l'époque. Enfin, justement, c'est une question que je te pose, hein. Il avait pas été fait genre assez rapidement parce que moi, je sais qu'il avait dû charcuter un peu le film pour les besoins du studio, mais Pour alors en fait, pour, l'édition spéciale, il avait carrément retourné des scènes. ouais, c'est Des ça, ouais. scènes dont justement cette fameuse scène du bateau et C'était pas dans à la fin, ce que j'ai vu. du coup, dans l'édition spéciale, il rajoute comment ça s'appelle? Apparemment, il y a un plan, il y a un et d'ailleurs, je me demande si c'est pas celle-là que j'avais vue à l'époque. Il y a un plan, dans le vaisseau spatial à la fin. Un plan dans le vaisseau spatial Ouais. ah ouais, peut-être bien. De Mais par contre, dans la version, cinéma et la version finale, du coup, Director's Cut, ça a été supprimé par contre. ouais, j'ai pas souvenir. Alors c'est pareil, tu parles à la fin quand Dreyfus monte dans le vaisseau? Ouais, ouais, Ah ouais. moi je l'ai pas dans le film. Ouais, donc tu as dû voir la version, cinéma du coup et bref, dans la version, moi la version je l'ai pas non plus, hein, dans la version Director's Cut, il y a pas le plan dans le vaisseau, mais par contre, en gros, c'est un mix des 2 quoi. C'est-à-dire qu'il a gardé certaines scènes de l'édition spéciale et il a remis des scènes,
de la version cinéma. Enfin bref, Ouais, c'est il a un peu intéressant plus équilibré le de truc. comparer. Ouais. Effectivement, peut-être qu'il y a peut-être une histoire de l'édition spéciale où il a dû faire un truc à la va-vite, enfin à la va-vite. Il a dû rajouter des trucs pour une sortie DVD ou une connerie comme ça. Parce qu'il enfin comment dire, le remontage enfin le premier montage avait été en tout cas hyper rapidement après la sortie du film parce que c'était déjà à l'époque c'était une volonté de Spielberg, il avait dû charcuter son truc pour les besoins du studio et je sais que ça a été vite, il y a un montage qui a été refait donc je sais pas après les sorties, il y a eu des ressorties de ce film là et je pense que c'était leur montage était compris dedans directement en fait. Mais Enfin, bref, et du coup, donc, bah, alors, du coup, donc, c'est dommage, c'est un truc que toi tu n'as pas dans ta version, mais dans le côté gigantisme, en fait, donc il y a une scène au début où il trouve des avions de 1940 qui sont apparus dans le désert. Et en fait, tu as la même chose avec un bateau, un énorme paquebot, en fait. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, donc tu vois des voitures dans le désert et tout qui avancent, tu vois des hélicoptères. Et là, à un moment donné, tu vois un plan sur un bateau. Mais en fait, quand tu vois le truc, tu te dis, bon, bah, c'est un bateau, quoi. Et là, en fait, tu vois en tout petit, tu vois un hélicoptère à côté, et du coup, tu fais, ah oui, d'accord, c'est un énorme bateau, quoi. On est encore dans ouais, au niveau d'échelle quoi, c'est ça. Et puis après, tu vois les gens qui arrivent, qui sont tout petits au loin, avec la voiture qui arrive. Enfin, t'as aussi ce côté hyper gigantesque, quoi, de putain, ce bateau énorme qui a popé dans le désert au milieu de nulle part, quoi. Mais ce qui est marrant c'est que en plus c'est pas seulement gratuit, c'est qu'il te fait ces plans là voilà de c'est des espèces de grands plans, alors là pour le coup c'est de l'avion, mais de grands plans de nature, de désert, avec où t'as rien à perdre de vue, en fait t'imagines même pas qu'il y a une vie. Et ben en fait sur ces plans-là, le simple fait d'avoir une présence, alors il traiterait ici les personnages vraiment à l'écran, c'est-à-dire que vraiment t'as une sensation d'avoir un pantin qui débarque, et en fait c'est presque lui, et ça en devient presque dans l'imagerie l'étranger d'espèce de ce plan magnifique. En fait il y a un côté les rôles s'inversent, et en plus ce que j'aime bien c'est que c'est mine de rien un film qui est assez énigmatique aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de réponse. Je veux dire il y a des sortes d'élus. Parce que là, ce que tu racontes avec l'avion retrouvé, et on recontextualise aussi pareil les avions, donc ils retrouvent des avions dans le désert au début du film, donc encore dans la phase d'enquête, qu'est-ce qui peut bien se passer, qu'est-ce que c'est que ces apparitions. Ils trouvent voilà, donc des avions de guerre, alors, je sais plus si c'est précisé, mais t'imagines d'être dans la première ou deuxième guerre mondiale, enfin voilà, peu importe. Ouais, si, ils disent que c'est en 40, 1945 ou un ouais, truc c'est comme ça, il ça. me semble, ouais. Oui, oui, bah, ils le disent, ouais, d'ailleurs, à la fin, quand les. Et bah, du coup, ce qui est. Tu sens que c'est des gens. En fait, c'est des gens, t'apprendras à la fin du film, que. Ils les retrouvent en parfait état. Pourquoi? Ce qui serait invraisemblable, sans les pilotes, évidemment. Mais en fait, les pilotes, on les retrouve à la fin, quand le vaisseau spatial va se poser, en fait, sur la montagne. Vont sortir ces personnages qui ont été, en fait, on va dire, presque. Ouais, qui ont été presque. Dans le jeu, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Par les extraterrestres. En fait, ils ressortent comme si rien n'était, un peu sonnés, enfin tu comprends qu'ils viennent de vivre quelque chose, mais on ne dira jamais quoi en fait, comme s'il y avait des sortes d'élus, d'ailleurs dans le même rôle, enfin le personnage de Dreyfus, donc le personnage de Roy, qui est obsédé en fait jusqu'à voilà, on perd la boule de savoir pourquoi il a l'impression d'être choisi en fait. Et à la fin il est choisi littéralement, c'est-à-dire qu'à la fin il est embarqué dans le vaisseau, il y a une espèce de et d'ailleurs ce qui est marrant, on sait pas pourquoi, mais c'est juste, bah, c'est comme si c'était sa destinée en fait, c'est une espèce de, et avec la musique qui donne une espèce d'intonation de tragédie à la scène, c'est assez intéressant. Et en plus, ce qui est marrant là-dedans, c'est que il te fait pas le truc classique de la, comment dire, à la fois on te met la science d'un côté et la justice prudente de l'autre, c'est-à-dire une confrontation entre le logique et comment dire, avec la sensation et le logique en fait. C'est-à-dire que les scientifiques, eux, devraient être, d'un point de vue très réaliste, à essayer de, comment dire, de donner des réponses à toutes les choses possibles. Et en fait, là, le personnage donc joué par Truffaut, je sais plus quel rôle il a exactement, c'est une espèce de haute autorité d'instance scientifique. Et en fait, ce mec-là, agit comme un scientifique vraiment tout le long du film, mais avec quand même parfois des petites passades où il va se laisser aussi emporter par ses sensations, ces espèces d'émotions d'âme, du fait que, par exemple, il est aussi intéressé de savoir pourquoi le personnage de Dreyfus, qui va commencer comment dire, à s'incruster en fait, genre il va se retrouver à la montagne, ce personnage-là, alors qu'il est pas censé être là, parce qu'ils te font une mise en scène avec un virus, tu sais, alors ils foutent des animaux morts un peu partout, sur des kilomètres autour, pour faire évacuer toutes les populations pour qu'il n'y ait plus que eux sur le point de rencontre présumé des extraterrestres. Et lui, dans son obsession, va réussir à revenir ici, donc à retrouver la montagne. En fait, il comprend que cette montagne, c'est la forme qui se représentait depuis le début du film. Et toi, le personnage de Truffaut, le scientifique, va commencer au début à vouloir l'écarter, puis à le laisser faire, tu vois, un peu malgré ses collègues, à essayer de. Il veut savoir lui aussi pourquoi. Il est presque aussi dans l'obsession de savoir pourquoi ce mec-là, il semble. Il y a des signes, des espèces de signes qui donnent à dire que ce mec-là peut être un espèce d'élu lui aussi. Donc il se laisse aller aussi à ces trucs, émerveillement. Alors, ils insistent bien à la fin sur lui, sur le plan de Truffaut à la fin quand le vaisseau se pose, tu le vois genre
bah là, voilà, on est dans les purs plans Spielbergiens, donc l'espèce de travelling avant sur ses yeux émerveillés, tu vois, il est plus dans la science, il est comme nous spectateurs d'un truc hors norme, quoi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, c'est pas une espèce de faux manichéisme comme on peut avoir beaucoup. Là, on est entre les deux, quoi. Mmh. Ouais, non, puis c'est vrai que ce moment d'émerveillement, ce qui est assez ouf dans ce film-là, c'est qu'il est total, quoi. C'est-à-dire quand t'as le vaisseau. Alors déjà, t'as le côté au début, ça va crescendo, quoi. Donc début, t'as des petits vaisseaux qui arrivent, ils échangent avec le son, avec la musique. Et tu sais, au début, les trois petits vaisseaux se barrent et tout. On est là en mode genre, ah putain, c'est bien et tout. Enfin bon, bah bien joué les gars, on a fait notre premier contact et tout. Et puis là, ça revient, et ça revient, et là, t'as le vaisseau énorme qui arrive avec la lumière, il se pose, et t'as la lumière blanche. Et ce qui est ouf, c'est que t'as le côté, en plus, encore une fois, le côté inquiétant, et tu sais, t'en as qui flippent, en fait. Il y en Ouais, a bien qui se sûr, cassent bien sûr. quand ils voient le truc, et t'en as d'autres, bon, ouais, par exemple, tu vas voir Truffaut, tu vas voir Dreyfus qui vont avancer, et qui vont littéralement s'avancer dans la lumière et tout. Enfin, et tu vois tous ces. Ouais, c'est tous ces gens qui sont côte à côte en train de regarder le truc en mode complètement bouche bée, et complètement. Cette scène-là, et puis avec la musique qui part, c'est total, Et quoi. dans l'imagerie, je sens ces jeux de lumière vraiment insistants. Les plans sur Dreyfus à la fin du film, ils sont vraiment. Enfin, le mec, il est tout de blanc, enfin, il est tout de lumière blanche, mais même plus que les autres autour de lui. C'est vraiment. Donc, on te marque sur l'arrêté de l'esprit que c'est l'élu, c'est quelqu'un qui a son importance malgré lui. Est-ce qu'on le saura pourquoi? Est-ce qu'on le saura pas? Peu importe, on verra plus tard. Mais en tout cas, il te marque par le curseur de l'imagerie. Il y a quelque chose sur lui, il y a quelque chose qui le prédispose en fait par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ils sont plus dans la raison. Ils sont tous complètement basculés de l'autre côté. Genre, on est dans une espèce de féerie. Il y en a qui se barrent, ceux qui restent, en fait, c'est ceux qui cherchent à avoir des réponses, en fait, qui cherchent à absolument comprendre. Depuis le début du film, le personnage de Dreyfus, en fait, il s'annule à son obsession, il se perd là-dedans. Tout, en fait, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que aussi, moi, ce que j'aime bien, il y a quand même des dialogues qui sont sympas aussi parce que, et il y a des jeux de mise en scène avec les dialogues. Enfin, par exemple, tu vois, genre, on parle de la folie de Dreyfus. En fait, lui, il se pense pas forcément fou. En fait, il comprend qu'il agit bizarrement, mais il est guidé par quelque chose. Donc, il y a une espèce de combat intérieur. Et en fait, tous les gens autour de lui donc, le traitent de fou, plus ou moins. Alors, t'as sa famille, bien sûr, à tel point que sa femme et les enfants se barrent parce qu'elles comprennent bien que le mec il est parti ailleurs. Et les scientifiques aussi essayent de. Alors, paradoxalement, donc Truffaut, lui, en même temps, il le laisse faire quand même. Mais encore une fois, ils sont quand même ils essayent de tenir un peu le rôle indirectement, d'essayer de faire croire qu'il est fou pour le faire barrer et compagnie. Et en fait, il y a une scène d'ailleurs qui est marrante là-dessus, et c'est pour ça que c'est l'exemple que je voulais dire. La scène de fin, il y a une espèce d'interrogatoire avec Dreyfus face à Truffaut et ses collègues de l'armée et compagnie. Et en fait, parce qu'il a réussi ce mec-là à se rendre en fait sur le point de rencontre, en fait, qu'il devait rester secret, et il a absolument pas le droit d'être ici parce qu'il devait être avec lui. Et en fait, plutôt que de enfin, il le sermonne si tu veux. En fait, ce que j'aime bien, c'est que plutôt que l'engueuler, tu vois, d'essayer de l'arrêter directement, ils essayent en même temps de comprendre pourquoi il est là, comment il a fait pour venir, et en même temps le traiter de fou. Attends, il y a une espèce de jeu de dialogue qui est assez jubilatoire là-dessus. Genre, est-ce que vous avez des problèmes psychologiques, enfin, est-ce que vous avez déjà eu une dépression, des trucs comme ça, tu sais. Alors, tu sens qu'il essaie d'axer le truc, genre, t'es fou, en fait, on veut pas te dire la vérité, donc on va te faire passer pour un bon taré. Mais en même temps, t'as l'autre Truffaut qui est là, tu vois, toujours dans son truc non manichéen de dire, ouais, mais attends, peut-être qu'il sait des choses. Il essaie de le faire en même temps. Là, Ouais, c'est ça. ça qui est. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que là, c'est là aussi tu te rends compte le côté, en fait, la multitude de personnages qui probablement comme lui, en fait, ont pété un câble, ou en tout cas ont vrillé. C'est pour ça j'aime beaucoup quand est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que vous faites du dessin, Oui, c'est de la ça, ouais. sculpture? Est-ce que vous et tu sais, l'autre il est là, il comprend pas et tout. Puis bah en plus justement du coup les deux mecs entre guillemets se parasitent, parce que t'en as un qui est là en train de lui dire genre non mais vous êtes malade, vous vous rendez compte qu'il y a une épidémie machin. Puis l'autre est là genre oui, est-ce que vous faites de la musique et tout. Oui, non, mais c'est ça. Et, Alors que c'est un scientifique, toi. ouais, Il devrait ne pas croire à cette théorie éventuellement que le mec en face de lui, c'est. Je dis pas qu'il croit que c'est un élu, mais il voit qu'il y a quelque chose quand même. Et lui, c'est un scientifique, c'est pas un mec dans la foi. Il devrait pas croire en fait. Parce que souvent dans les films comme ça, on peut te faire. On parlait du Prince des Ténèbres à l'époque, mais tu vois, il y avait ce côté conflit entre foi et religion, alors qui dans le film allait se rejoindre, mais quand même, on partait sur un espèce de confrontation au début. Genre, on ne s'entend pas, on ne se croit pas, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, dans le film, tout de suite, ils sont tous tout de suite dans un espèce de truc où en fait, leur carcan, donc leur charte de métier, la confrontation qu'ils devraient avoir, et en fait, ils agissent tous comme des simples citoyens spectateurs d'un truc hors norme qui les fascine, quoi. il y a que l'autorité en fait. Il y a que le gouvernement. En fait, le truc c'est que là, il y a vraiment le côté gouvernement et autorité, et finalement, le côté scientifique fait pas partie de ce côté autorité Oui, en ouais, fait. ouais, c'est ça. Il est différencié, ouais. Ouais, parce que du coup,
c'est d'abord les flics qui disent non, non, mais vous. Alors, du coup, il y a une espèce de des réunions dans la ville où ils sont pour dire non, non, mais c'est pas, vous avez pas du tout vu d'OVNI, c'était juste un avion. En gros, voilà, qui sont censés nier les faits et leur sortir un truc, quoi, pour un mensonge pour leur dire que non, non, vous avez pas vu d'extraterrestre. Et après, du coup, c'est ça doit être un général ou en tout cas un mec d'armée qui lui du coup est en mode genre, non, 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 mais ils ont rien à foutre ici, on les dégage, et s'ils viennent pas on va les choper, ou si on n'y arrive pas on les endort. Enfin, il y a vraiment ce truc là où effectivement ouais, François Richard, je confonds les deux. François Truffaut, lui, est vraiment il est dans la recherche en fait. Donc il s'en fout en fait de ces histoires d'autorité, de mensonges, de quoi que ce soit. Lui, tout ce qu'il veut, c'est comprendre ce qui se passe. Donc pour lui, en fait, de rencontrer Dreyfus, c'est juste un moyen supplémentaire de comprendre en fait. D'ailleurs, ce qui est étonnant, juste pour peut-être faire un petit mot sur Truffaut, ce qui est marrant, qu'il se retrouve dans un film de Spielberg. En fait, c'est simplement Spielberg qui était fan de ce mec-là. C'était une espèce de cinéma un peu de nouvelle vague français. Et le mec l'a récupéré. Alors l'autre, en pensant, en fait, je sais plus, il avait plusieurs choix. En fait, voilà, c'est un mec qui a une culture du cinéma français qui est quand même assez impressionnante. Et le mec voulait quelqu'un d'autre, je crois, au début. Et bon, il a pas osé, il a osé demander à Truffaut, et Truffaut, en pensant que le mec allait lui dire non, moi je sais pas que ça à faire, en gros, un truc comme ça, quoi. Puis l'autre, forcément, a dit, bah, c'est Spielberg, mais il sortait des Dents de la Mer, succès planétaire et compagnie. L'autre, il a dit, bah, on tourne quand, quoi. Il l'a tourné, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il parlait pas vraiment anglais. Et il y avait des espèces d'anecdotes de tournage où, en fait, il a pas énormément de dialogue malgré tout dans le film, et en fait, certains dialogues un peu compliqués, bah, c'était un peu, comme le sketch des inconnus, alors je sais plus lequel, mais tu sais, on te mettait un panneau avec écrit la phrase devant lui, en fait, qu'il devait dire. Et ils l'ont Ouais. fait plusieurs fois, tu vois, et c'est rigolo, ça. Tu sais, il y a un personnage, c'est un doubleur en fait. Alors le truc, c'est que tu l'as vu en VF ou en VO? Là, je l'ai revu en VF, là. Je l'avais vu en VO Ouais, la parce qu'en première fait, fois, mais... en VF, ça doit un peu casser le truc. Bah, et je pense Parce qu'en qu'il fait, sera en, doublé, je en pense. VO, ben non, mais non, c'est qu'en fait, en VO, t'as un mec, c'est-à-dire comme il parle pas très bien anglais, Ouais. il y a un personnage qui est là, qui est un doubleur. C'est-à-dire que le film commence sur l'espèce de tempête dans le désert du Mexique, je crois. Nouveau-Mexique ou au Mexique. Ouais, oui, bah, je crois que c'est ça, on est voilà. Et du coup, là, t'as un personnage qui arrive et tout, puis ils sont en train de, ouais, est-ce que, enfin, bon, tous les scientifiques arrivent, ils sont en train de se rejoindre, etc. Et à un moment donné, t'as un mec qui arrive, il fait, ah, vous êtes professeur machin et tout, ouais, ouais, bah, je suis le traducteur, et en fait, du coup, lui, Ah, carrément, dans Truffaut, la scène, je me rappelle. ouais. Ah, je me rappelle. En fait, Truffaut, si tu veux, des fois, il parle en anglais quand il y Oui, c'est arrive, ça, ouais. et sinon, en fait, il va parler français, et t'as un mec à côté de lui qui va répéter, en fait. Putain, Et qui va dire, ah, alors en fait, je me rappelle plus de ça. ouais, ouais, si, si. Mais c'est parce que du coup, en français, ce qui se passe, c'est que du coup, t'as ce personnage-là qui doit, comme tout est en français, ils ont dû trouver un espèce, je sais pas comment ils se sont démerdés en fait, mais grosso merdo, des fois, le mec doit répéter la même chose que Truffaut, quoi. Faudra vérifier, ouais. Ouais, putain, je me rappelle plus de ce truc-là, mais... Ouais. Et enfin bref, ouais, mais ouais, ouais, ça c'est intéressant. Bah, c'est vrai que comme Truffaut, c'est effectivement, ça fait partie comme Godard. Et d'autres, c'est les pères de la nouvelle vague en France. Et en fait, le truc, c'est que la nouvelle vague a d'abord eu lieu en France. Je t'avoue que je suis plus trop au niveau des dates, enfin bon, courant années 60. Et ensuite, c'est venu aux États-Unis avec le Nouvel Hollywood. Bah, le nouvel Donc c'est pour ça, Hollywood... en fait, Truffaut, et en fait, le Nouvel Hollywood a été inspiré de la nouvelle vague française, en fait. Bah, t'avais eu quelques cas, ouais, enfin, il y avait aussi ce truc post, on va dire, l'affaire Manson, ces années-là, là, 68, fin 68, 69, t'as eu les Easy Rider de Dennis Hopper. C'est déjà des films qui étaient alors complètement, on était sur un autre ton, mais ça marquait déjà une espèce une page est tournée, quoi. On quitte un peu le cinéma classique, ouais. En fait, bah, malheureusement, après voilà, ça c'est une question de point de vue, mais en tout cas, à partir de 75-77, et justement avec Les Dents de la Mer, c'est la fin du Nouvel Hollywood en fait, c'est le retour des blockbusters Bah, en fait. c'est même connu de dire, hein, que le Dans de la Mer, c'est le premier blockbuster objectif, si tu veux, je veux dire, dans sa construction, dans sa production. C'est aujourd'hui considéré comme ça. Les Oui, Dents de la Mer, c'est. et, et, et pourtant il a pas coûté plus cher que ça en Ah fait. ben Enfin, non. peut-être que pour l'époque c'était énorme, Il mais a été. parce qu'il a coûté que 12 millions. Combien tu dis C'est 12, bah, moi ce que j'ai vu c'est 12 millions. pour les Dents de la Mer? Ouais. Sachant qu'en plus, que le tournage a été tiré sur un an, donc ils ont en plus triplé le budget. Je crois qu'initialement, c'était prévu peut-être bah, du coup, tu vois, triple moins, quoi. Les mecs, ils ont fait. Parce qu'en fait, tu vois, son Sugarland Express était à 2 millions. Donc oui, le mec, peut-être qu'il avait un budget qui
qui s'avoisinait de ça, donc auquel cas effectivement 12 millions, ça a dû faire mal quoi. Mais bon, après, quand tu vois ce qu'il a remporté, bah d'ailleurs, c'est grâce à ce film-là. Hein. 470 millions. Non, mais voilà, enfin, tu vois, Spielberg, il était riche de ce film-là. Voilà, il a pu faire, à partir de là, il a eu presque le dernier mot où il a fait un peu ce qu'il voulait, quoi. Il fait juste, moi je me rappelle d'un truc, c'est que l'an dernier, il avait tellement abusé sur la durée de tournage, c'est-à-dire qu'il a presque duré un an, comment dire, il kidnappait presque les équipes en fait à rester sur l'île d'Amity, vraiment qui existait en fait où se passait le tournage du film, et en fait du coup, ce qui s'est passé, c'est que t'avais les mecs d'Universal qui lui foutaient la pression, mais en même temps qui tenaient à le garder parce qu'il avait du talent, et qu'il sortait de Duel, ce Garand Express qui avait quand même bien marché, et il voulait lui donner une chance de finir le film, mais avec la pression qu'on imagine, tel point que le mec a fait un malaise j'avais vu ça là, il avait fait un malaise à l'avant-première du film aux États-Unis. Et en fait, depuis, c'est toujours mis un espèce de cahier des charges, en fait, de volonté de respecter les délais de production, même si ce n'est même terminer le film plus tôt. Et du coup, ce qu'il avait fait pour Indiana Jones le premier, il avait terminé le film plus tôt que prévu. Et tu vois, ça a été un carcan depuis. Mais ça a initié le blockbuster. Rencontre du troisième type, il était attendu à ce moment-là. Quand le film est sorti, c'était pas n'importe qui, Spielberg. C'était quand même un nom. Bah oui, il avait eu Les Dents de la Mer, ça a été la consécration. Donc là, du coup, les gens l'attendaient sur le retour. D'autant plus que Rencontre du troisième type a coûté beaucoup plus cher, a coûté quasiment le double en fait. Il est sur Les 20 Dents de la millions Mer. 25. Bah, tu vois, ouais, mais après, ça, gère quelque part, tu vois, c'est quand même. Aujourd'hui, tu me dis, c'est pas le même budget à l'époque, on pouvait pas estimer c'était quand même un gros budget, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois le film, enfin, honnêtement, genre, en plus, ce que j'aime bien dans le film là, c'est que, donc, je mets de côté encore les effets, les niveaux d'échelle, c'est aussi le côté, bah, tu vois, studio assumé, mais tu vois, genre, par exemple, typiquement des plans comme Dreyfus, et ça, alors je sais plus comment il s'appelle dans le film, par contre, il faudrait que je vérifie, alors, attends. Parce que on parle de Dreyfus beaucoup, mais il est aussi, enfin, pas aidé, parce qu'en fait, ils vont se retrouver vraiment à la fin du film, surtout avec le personnage de Jeanne Giller, donc joué par Melanie Dillon, en fait, elle, qui est une mère de famille célibataire, qui, en fait, son fils a été enlevé au début du film dans une, je sais pas, on va en parler de la séquence qui est super aussi, voilà, qui a suivi la lumière qui voyait de l'extérieur, en fait, qui se trouvait être un vaisseau extraterrestre, et le fils, en gros, a disparu avec eux. Et donc la mère, témoin de ça, personne ne peut la croire, puis du coup, elle est dans une espèce de quête de retrouver son fils, et en chemin, ils vont se retrouver avec Richard Dreyfuss, le personnage de Roy Neary. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, en fait, les deux personnages tout le monde va les croire fous, parce qu'on les croit pas, et en même temps, ils sont tous les deux à la quête de quelque chose. Lui, c'est la quête de ses réponses, de savoir pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il a vu, pourquoi il se sent choisi, pourquoi il a des visions. Elle, c'est retrouver son fils. Donc en fait, les deux vont se comprendre, et d'ailleurs, ils vont se créer une espèce de relation d'amitié qui débouchera à la fin quand même sur il y a un baiser, hein, il me semble. En tout cas, c'est Oui, un baiser à la si fin. la famille se décompose au début du film pour Dreyfus, ça se retrouve à la fin. Et donc il y a quand même ce rapport-là qui est intéressant. Et donc je reviens sur mon histoire parce que là je me suis garé sur mon histoire de studio là. Il y a des plans super à la fin quand ils escaladent la fameuse montagne. Bah, tu sens le studio, il y a un côté carton-pâte où ils sont quand t'as des plans, donc tu passes de plans larges énormes sur la base, bim, on tombe des plans serrés sur Dreyfus qui essaie d'escalader en se cachant des lumières d'hélicoptères de patrouille qui vont essayer de les traquer. Et tu vois, il y a un côté carton-pâte, mais avec un espèce de jeu de lumière, de fond, enfin, il y a un charme un peu désuet au film qui rappelle un peu ces films des années 50, un peu, parfois un peu kitschoun, mais pas dans le mauvais goût. Ce que je veux dire, c'est il y a un côté trop coloré presque, mais qui donne un espèce de gageur un peu à l'écran graphique, il y a un truc qui marche. Après, c'est vrai que ça, quelque part, ça donne un petit cache, ça aide au cachet un peu merveilleux en fait Ouais, c'est ça, bah, du film. c'est ça. Alors, après, il y a quand même il y a quand même le côté, j'ai envie de dire les affres du temps quoi. C'est vrai qu'il y a Oui, quand t'as en fait, ça passe à la fin avec, parce que t'as le décor de cette espèce d'énorme falaise qui a en plus un assez particulier parce qu'au niveau du design, enfin c'est la montagne qui est faite comme ça, tu vois, qui est aplatie sur le dessus. Mais au début, je t'avoue que ça pique un peu quand même. Quand tu regardes le truc, tu fais waouh, ouais, bah, bien sûr, bien sûr. c'est du vieux map painting et puis tu sens dans le décor que tu sais quand il est sur la route là et qu'il voit les vaisseaux passer là au-dessus d'eux. Ouais. Tu vois que c'est du studio, tu sais, Ouais. tu sens le côté Mais c'est vrai, c'est un faux arbre. c'est kitschoun, mais justement, c'est ce que je disais. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien. Et en fait, ce que j'aime, il y a un côté presque pratique, effet pratique au truc. Presque, Après ouais, je sais pas, je trouve que ça donne un truc au film. Il y a un côté parce que ce film, quand même, dans sa colorimétrie, dans sa représentation un peu de l'invasion extraterrestre, il y a un côté vraiment film. J'ai l'impression qu'il y a aussi, tu sens qu'il y a des références des films des années 50. Alors, il y a un côté, mais même des conneries. Enfin, je veux dire, quand tu regardes des films des années 50, quand la guerre des mondes, alors,
ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Spielberg en a refait une version en 2005 avec Tom Cruise et compagnie, mais à la base, l'adaptation du livre de Wells, il avait été fait en 55, je sais plus. Enfin, il y avait déjà une première version de La Guerre des Mondes, et dans la colorimétrie, dans les couleurs, l'effet kitschou un peu de studio, alors évidemment, années 50, mais là, il y a quand même ce côté, on retrouve le ton, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Bah, tu le vois aussi dans la forme, les designs des vaisseaux qui font, tu sais, Ouais, bien sûr. qui sont après qui sont pas faits pour être, c'est pas fait pour être menaçant, mais c'est vrai que là pour le coup, C'est le vaisseau comme l'imagine un petit garçon va imaginer un vaisseau spatial arriver sur Terre, tu vois. sauf le grand pour le coup, qui est pour le coup lui qui est vraiment vraiment impressionnant, je trouve pour le coup. D'ailleurs, dans l'imagerie, qui rappelle aussi la scène de fin. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un effet inversé, parce que là, on est sur le départ à la fin de Dreyfus qui va partir avec eux, et dans E.T., c'est donc le départ de l'extraterrestre qui va quitter l'étranger, enfin le terrien. Et dans l'imagerie, dans le jeu des couleurs, E.T., c'est exactement ça, et c'est exactement ça à la fin. C'est le même vaisseau, c'est les mêmes lumières, c'est les mêmes plans. Le plan de Dreyfus, tu sais, avec la lumière blanche du vaisseau qui l'illumine jusqu'à le faire disparaître. Mais tu vois, c'est exactement ce qui se passe avec le personnage d'E.T. En fait, donc tu sens aussi, il y a des petits clins d'œil qui se font, mais en même temps qui est pas gratuit parce qu'on est sur un cas inversé dans E.T. C'est vraiment l'étranger qui arrive sur Non, Terre puis qui après cherche à partir, quoi. dans les 2 cas, c'est aussi normal parce que, c'est une représentation, positive Bien sûr. de l'extraterrestre, en fait, et du premier contact. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un truc, dans une des premières scènes, je pense que c'est la scène du gamin, c'est même avant Richard Ah bah, Dreyfuss, en fait, je c'est au pense. tout début, c'est quand tu sais, Ouais. les jouets Et qui bougent dans la chambre. cette scène-là est pareil, est hyper bien foutue parce que justement, tu as aussi ce côté, tu le côté, inquiétant, tu sais pas ce qui se passe, tout est dans le sombre, le gamin se réveille, il entend des bruits, ses jouets qui se mettent à bouger, et cetera. Donc tu as le côté inquiétant, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, qui a ouvert le frigo, et là, pour le coup, je trouve ça hyper malin. Ouais. En fait, tu vois pas l'extraterrestre, mais on te fait quand même comprendre que le gamin, il est face à lui, en fait. Il est face à un alien, parce que tu le vois regarder, et au début, il est un peu neutre, et il se met à sourire. Et là, du coup, en fait, ça désamorce. Au début, tu as le côté un peu inquiétant, etc. Le petit gosse tout seul, etc. Et là, le fait qu'il se mette à sourire, à rigoler, et du coup, en fait, ça te pose le truc en fait, non, on va avoir affaire à des êtres bienveillants, en fait. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est marrant sur cette scène-là, c'est que le petit rigole. En fait, il joue pas. En fait, le petit acteur à ce moment-là, en fait, il rigole parce qu'on est hors champ, donc du coup, lui regarde la caméra, mais en fait, derrière la caméra, il y avait des mecs déguisés en gorille, tu sais, pour essayer de le faire rire. Mais il apparaissait à certains moments pour que d'un coup, il passe de l'inquiétude. Comment dire, le mec est déguisé en gorille, enlever son masque pour que l'autre, c'est pas d'accord, c'est pas un vrai gorille, donc il commence à sourire d'un coup. Il jouait avec les émotions comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que, alors, tu vois, par exemple, enfin, on parlait des références, mais tu vois, tu regardes une série comme au moins la première saison de Stranger Things, enfin, il y a des plans, là, le petit qui ouvre la porte avec la lumière dehors et qu'on voit, tu sens qu'il y a des grosses références quand même. Ah Mais, bah, oui, mais ce que j'aime bien moi, dans ce film-là, c'est que, ouais, comme tu t'en parlais à l'instant, là, c'est que, ouais, il y a une espèce de mystère au début, tu sais pas tellement si c'est sur une menace ou pas. Et justement, ça marche aussi par la gestion du temps. Et justement, le tout dernier acte qui se passe, en fait, la rencontre du troisième type, ça se passe vraiment, c'est vraiment une bonne demi-heure, hein, je pense, dans le film, qui se passe sur la montagne. C'est vraiment un acte ouais. à temps plein, quoi. Et en fait, la gestion du temps, elle est vraiment intéressante dans ce moment-là, parce qu'en fait, il joue beaucoup sur les silences de la musique, intervient tout de suite. Les envolées, vraiment, vont se faire à la fin. Mais en fait, là, tu vois le vaisseau. T'as plusieurs défilés de petits vaisseaux qui vont apparaître, se poser, repartir jusqu'à l'arrivée du gros vaisseau. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, les scientifiques, les militaires, les autorités sont tous, enfin, voilà, ils arrêtent de bosser, en fait, littéralement, ils regardent ce qui se passe. Il y en a qui partent, comme tu dis, il y en a qui restent, et puis le silence, les plans durent. Plus plus les plans vont durer, plus en même temps ils vont s'élargir sur la masse. Et tu vas avoir des regards un peu paniqués, avec des regards plus euphoriques. Et ils te jouent sur le mystère, parce que jusqu'à ce moment-là du film, en fait, on comprend que le ton est quand même plus poétique, que c'est pas la gardienne. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais pas quand même qu'est-ce qu'ils veulent. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un point de rencontre qui va se passer à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est quoi le projet, en fait? Donc, en fait, tu te poses des questions en même temps que les personnages, et donc l'immersion est là, et en plus, comme il te fait durer, euh, ouais, il y a un côté, ça te force, en fait, tu peux pas lâcher le film, si tu veux, t'es vraiment t'as envie de savoir toi aussi ce qui s'est passé. Et c'est malin, parce que tout le film, il est partagé entre ces deux trucs. On te fout de la féerie, en même temps, on sait pas. C'est pas ce qui peut se passer, l'autre devient fou. Est-ce qu'il devient pas fou pour rien en même temps? Est-ce qu'il s'inquiète de quelque chose? Comme on n'a jamais de réponse vraiment officielle, en fait. C'est vrai que c'est. Ah, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, le film pourrait vriller à tout C'est moment. ça? Tu pourrais à tout moment partir sur, limite un truc d'horreur, tu vois? Ou ouais, de trucs à la X-Files, en mode, des aliens, qui enlèvent des gens, partout et tout, enfin c'est, mais tu à chaque fois, tu es un peu sur la ligne,
plutôt du côté positif. Puis des fois, ouais, le gamin se fait enlever, le mec commence à devenir fou, et puis finalement, ça y est, il est pas fou. Tu vois Ouais, bah on est toujours entre les deux. la falaise à la télévision, hop, tu repars sur autre chose. Mais même quand les vaisseaux sont là, parce que t'as le côté, bah c'est des petits vaisseaux, machin, trop bien. Et là, bim, là t'as plein de vaisseaux qui arrivent. Là tu fais, waouh, ils sont quand même vachement nombreux ces vaisseaux, quoi. Tu sais, quelque part, ça me faisait penser un peu à. Je pense que c'est un peu dans le même délire, tu sais, dans Mars Attack, Oui, bah, où tu sais, parce que t'as ce côté-là aussi où au début c'est genre ouais, trop bien, ils sont là en paix, etc. Puis en fait, bah, les mecs, les aliens vrillent à un moment donné, puis ils butent tout le monde, quoi. En vrai, là, ça serait pareil, si tu veux, les mecs, en vrai, s'ils veulent buter tout le monde, ils peuvent le faire, je pense. puis en plus, ouais, c'est ça. Puis, tu vois, il y a une réminiscence aussi des plans iconiques. Enfin, vraiment, on a là toujours cité. Je sais plus qui parlait de ça. Par exemple, t'avais le Fossoyeur qui avait parlé de ça aussi. Mais c'est vrai que t'as genre des plans, toujours un plan dans le film de super. Donc t'as la vallée de dinosaures dans Jurassic Park, tu sais, avec Hammond qui fait Bienvenue à Jurassic Park. Tu vois l'espèce de vallée avec l'eau et avec la musique, l'envolée. Et tu vois, là, à ce moment-là, ils te refont dans Indiana Jones 4 où t'as le fameux plan où l'autre se réveille donc, de son frigo. Bon, c'est une scène encore, peu importe, hein, mais il se réveille, tu vois la bombe nucléaire qui a explosé, puis t'as un plan, tu vois lui en premier plan avec l'espèce de truc énorme derrière. C'est imposant. Et là, pareil, la découverte de la fameuse montagne, ils escaladent avant pour pouvoir la voir, ils ont escaladé une espèce de colline, traversé des barbelés, des trucs de haute sécurité, puis ils finissent par grimper péniblement. Donc là, on est sur le personnage de Roy et de la fille, donc j'oublie son nom, mais qui cherche son fils. Et ils se retrouvent face à la montagne, et puis, alors voilà, encore, on parle de niveau d'échelle, eux étant en premier plan, mais si tu veux, ils sont plus grands à ce moment-là que la montagne. En fait, il y a une espèce d'inversion, et la montagne, quand il la découvre, c'est un grand socle. Il a compris, il a la réponse à enfin, en tout cas, à sa quête. Et là, tu vois, t'as une musique, l'envolée, en plus, qui est ouf, la musique, tu vois. Il y a un côté, ouais, c'est vrai que t'as quand même beaucoup de trucs, de tics de Spielberg dedans. Enfin, c'est vraiment un des films les plus représentatifs de ce qu'on peut imaginer Spielberg, quoi. Son côté, alors, il y a ce côté aussi un peu naïf. Alors, comment dire, on est quand même sur un film très qui joue beaucoup sur les sentiments. Donc après, il y en a qui ça met sur le carreau, tu vois. Moi, je suis rentré dedans. Après, c'est vrai que c'est pas mon préféré dans le sens où Après, c'est quand même pas le plus naïf, hein, parce que quand même, quand il réfléchit, c'est quand même un père qui abandonne sa famille, hein. non, non, C'est quand non, mais il bien sûr, ouais, mais bien sûr, mais quand je dis ça, c'est que tu vois, il agit comme un garçon. Enfin, tu vois, ils ont tous des c'est un comportements gamin. d'enfants dans le film, si tu veux, quelle que soit l'autorité scientifique ou politique, militaire, tous les strates possibles. Oui, évidemment, la famille se décompose, mais en même temps, ils sont tous un peu, ouais, ils sont tous mignons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, Oui, bien sûr. on est Oui, oui. émerveillé, puis on sait pas, on gère ça n'importe comment. Alors, parfois, paradoxalement, ils font des trucs durs. Genre, ils n'hésitent pas à tuer des animaux pour faire croire qu'il y a eu comme une épidémie. Donc, on est entre les deux toujours. On est toujours entre les deux. C'est pas manichéen. Après, encore une fois, si du coup, c'est toujours l'autorité qui va être un peu vue de manière un peu Bah négative. ouais, Il enfin, y a un ouais. peu la même chose dans E.T. avec La politique, bien sûr. euh, le FBI ou les services secrets, je crois, qui sont un peu présentés comme l'ennemi, quoi. Tu sais, quand ils arrivent à la fin, dans la deuxième partie de E.T., et qu'ils essayent d'étudier E.T. et qui poursuivent les gamins et tout, quoi. Mais d'ailleurs, tu vois, je reviens, ouais, bah ouais, mais je revenais sur, comment dire, dans un traitement plus sombre, du coup, alors on n'est pas du tout sur le même genre de film, mais de la façon dont va le personnage de Dreyfus de Roy va, en fait, s'enfoncer dans la folie, se noyer dedans, ça me fait penser un peu, dans son obsession, je veux dire, ça va me faire penser un peu au personnage de Gyllenhaal dans Zodiac, tu sais, où tu vas, pendant un premier acte du film, tu vas pas le suivre en tant que personnage principal parce qu'il n'est que témoin de l'enquête. Zodiac, on est sur une enquête policière, donc rien à voir, hein, mais c'est vraiment voilà, un tueur en série qui tue des gens, qui écrit un journal dans lequel travaille le personnage de Gyllenhaal au début du film. Et en fait, tu vas suivre une enquête policière pour essayer de traquer ce tueur-là, donc le personnage de Gyllenhaal, qui est lui un dessinateur dans le journal, il n'est pas le personnage principal. Et en fait, pour autant, tu le sens, dès qu'il se passe quelque chose dans le film, tu le vois passer derrière pendant une heure de film au tout début, à s'intéresser à ce qui se passe, au dernier rebondissement de l'affaire et compagnie. Et puis bim, quand on l'arrête, quand l'enquête se stabilise, puisque le tueur n'apparaît plus depuis longtemps, bah, le film, on quitte les policiers, puis le film va avoir un deuxième acte où tu es centré sur le personnage de Gyllenhaal que tu voyais vraiment en arrière-plan pendant une heure de film. Et en fait, tu vas voir que ce mec-là, qui en fait n'a pas un lien important avec l'affaire, puisque c'est juste un dessinateur il n'a pas un rôle à jouer dedans, si tu veux. Et ben lui, il va commencer à être obsédé parce que, ayant vécu les événements de l'intérieur du journal, il se rend compte que l'enquête tourne court, que les gens ne s'y intéressent plus, et lui, il va vouloir prendre le boulot des autres, jusqu'à devenir obsédé, il ne pensait qu'à ça, jusqu'à ce que sa femme le quitte, en fait, littéralement, parte avec les gosses, dans sa folie, jusqu'à ce qu'en le menaçant de le quitter pour de bon s'il ne trouve pas ses réponses
voilà, en priant qu'il trouve sa réponse au plus vite pour pouvoir redevenir normal et qu'il reforme un couple. Et on est vraiment là-dedans, quoi. Et le personnage ne devient normal à la fin que quand il est sûr d'avoir la réponse. Et donc c'est un cheminement un peu semblable quand même. Alors ouais, alors il y a une différence près, c'est que il y a une question aussi de comment dire? Le truc, c'est que là, en fait, il y a pas de retour possible parce qu'en fait, le problème, c'est que sa femme, à Richard Dreyfuss, ne l'accepte pas, en fait. Tu sais, Ouais, justement, le truc, c'est que lui, il se considère pas comme fou. c'est les autres Mais elle, qui vont lui faire croire. n'accepte pas sa façon d'être, tu vois? Comme au début, quand, l'autre, tu vois, il réagit un peu comme un gamin et qu'il fait: «Oh, il y a Pinocchio et tout», et elle arrête pas Ouais. de le reprendre, de dire: «Non mais, sans déconner, enfin, c'est bon quoi, enfin, s'ils veulent pas aller regarder un dessin animé, ils vont pas aller voir un dessin animé, enfin voilà, agis comme un père», tu vois? Grosso merdo, à chaque fois, elle est là pour le reprendre à l'ordre et lui dire: «Mais il faut que agis comme un adulte quoi», Bah, et c'est ça, mais c'est la thématique. Enfin, là, on est clairement dans la thématique de Hook, quoi. Enfin, genre, c'est un père de famille qui va se retrouver dans un monde qui se rêve d'être un enfant et qui va retomber en enfance le temps du film. Et c'est exactement ça ce qui se passe dans le film. Et il y a un peu, je trouve, un côté, peut-être, je sais pas s'il y a un parallèle, je pense à l'art, parce que comme tu as ce truc-là de manifestement toutes les personnes qui ont été touchées et qui ont ces visions de là où va se passer la rencontre, expriment ça d'une manière artistique. Lui, ça va être la sculpture, la mère, ça va être par le dessin, il y a d'autres personnes, c'est par le dessin, je crois qu'ils parlent de musiciens aussi quand ils interrogent Richard Dreyfus. Ah, ouais, En tout cas, il y a ce côté artistique et il y a un peu le côté folie créatrice et qui est du coup qui est pas bien vu quoi, qui est pas accepté et à la fin c'est pour ça qu'il finalement il embrasse Gillian, oui, c'est ça. personnage de Gillian, Kylian, ouais. qui accepte en fait, tu sais, où du coup lui il dit moi il faut que j'y aille en fait, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je comprenne. Et elle est pas là pour ça, elle est juste là pour récupérer son gamin, donc elle fait non moi j'y vais pas, mais vas-y. Enfin, je sais pourquoi tu fais ça, je comprends et vas-y quoi. Et c'est pour ça qu'ils s'embrassent à la fin parce que elle l'accepte comme il est en fait. Bah, le point de vue est intéressant parce qu'on pourrait même encore aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, genre, littéralement, le moyen de se faire comprendre des extraterrestres, plus ou moins, hein, l'approche qu'ils ont, c'est une musique, hein, quand même. Donc, il y a aussi ce qu'on se comprend par l'art, quel qu'il soit. Et je pense que, effectivement, les élus, entre guillemets, hein, ceux qui ont été choisis, en tout cas le personnage de Dreyfus, effectivement, comment dire, le fait qu'il soit artiste, en tout cas, ouais, un peu l'artiste incompris, tu sais, Donc il fait des maquettes avant, tu vois, on le voit. après coup, imaginer que c'est un langage qui peut être, que l'art peut être, comment dire, compris à travers Un langage un universel. langage universel. Ouais. Ça, on peut le comprendre comme ça, parce que effectivement, la musique, je crois qu'elle est pas anodine, hein, la musique avec laquelle que chantent les Indiens au début du film, parce que très vite ils comprennent les scientifiques par le fait que les Indiens chantent cette musique-là, donc la fameuse musique, et ben ils comprennent que que ça peut être un message, quelque chose qui fait que on se comprend à travers les mondes, quoi. Et d'ailleurs, c'est ici en traçant ce truc-là qu'ils vont comprendre où va se dérouler la rencontre. Et c'est vrai que ça peut être un truc, l'art peut être un parallèle de langage universel, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que voilà, comme tu disais, effectivement, ce film, c'est vraiment une synthèse. C'est une synthèse de ce qu'est Spielberg, quoi. Il y a tout. Il y a l'inquiétant, il y a sa gestion de l'attention, il y a le merveilleux, il y a, comme tu disais, euh, la réflexion sur la famille, sur l'autorité, etc. Enfin, c'est vraiment un condensé. Et finalement, il a, dans beaucoup de ses films après, il va piocher des idées, en fait, de rencontre du troisième type, quelque part. Oui, oui, bah, c'est sûr, ouais. Bah, genre littéralement, je dis, moi, E.T., mais même, pas seulement, enfin, tu vois, genre les Indiana Jones, tu vois, la fin de l'Arche perdue. Je sais pas si tu te rappelles de la scène de l'espèce d'endroit où ils sont avec, tu vois, Indiana Jones va se retrouver bâillonné, je crois, par les mains avec la nana euh, sur un truc. Ils doivent fermer les yeux pour pas, voilà, pour pas mourir avec. Et ça, les effets de lumière, de colorimétrie, de plan d'ensemble on est dans la montagne du troisième type. Tu vois, genre, c'est vraiment la même Il y a un côté un peu, ouais, crevasse, enfin, climax du genre. On arrive au bout d'une grande aventure, quoi. On arrive sur un terrain neutre où t'as plein de gens dessus. Alors à la fois qui comparent à la fois les méchants, donc qui donc, là étaient les nazis dans le film de Indiana Jones, mais dans ce film-là, on peut dire que les méchants éventuellement sont, comme tu dis, l'autorité. Et toi, t'as quand même quelque chose. Alors, s'il faut trouver un vrai méchant au film, parce qu'encore une fois, moi, je le trouvais pas forcément manichéen, mais effectivement, l'autorité représente en tout cas l'élément un peu contre, qui va ralentir un peu leur progrès. c'est les seuls qui mettent des bâtons C'est dans les roues, ça. quoi. Mais si on peut imaginer que ce sont les méchants dans le film, bah, tu vois, donc il y a quand même, ouais, des espèces de
réminiscences de tic aussi, de même de narration, de mise en scène. Je pense que, je sais pas si c'est auto-référence, mais en tout cas, je pense que c'est sa patte, quoi, littéralement. Mais qui se retrouve dans plein de films. Enfin, je veux dire, à la fin, tu vois, même la fin, il y a des plans comme ça, la fin très désabusée. Alors là, on est dans la guerre des mondes très très noire, du coup, mais moi, je me rappelle le plan où, justement, la petite gamine, à la fin, le troisième acte, est dans un huis clos, dans une sous-sol de maison avec le personnage de Tim Robbins. Et à partir du moment, il y a un moment où la gamine va se sortir, en fait, aller dehors, pleine nuit, puis là, elle va se faire courser par un tripode avec des jeux de lumière, puis à la fin, Tom Cruise qui sort, et puis il voit le désert, la ville transformée en énorme désert rouge, avec là aussi un effet très studio, mais tu vois, on est dans des espèces de plans comme ça d'ensemble, un peu de, je sais pas, il y a une espèce de patte graphique un peu quand même, qui revient dans beaucoup de ces films. Hein. Et je veux dire, Ouais, puis après, il a vraiment une gestion ouais, comme on disait, du plan qui veut tout dire, ou du plan riche, quoi. Du plan, tu vas voir un mouvement, et ce mouvement fait que tu vas voir 2 ou 3 plans en un seul, en fait. C'est les transitions, pareil, c'est toujours. Alors, il y en a un peu moins, c'est un peu plus timide dans celui-là que dans d'autres, mais elles sont quand même toujours hyper. Je sais pas, hyper. C'est fluide, en fait. Je trouve que tu as toujours une sensation de fluidité et de légèreté dans la mise en scène, en fait. T'as pas. je veux dire, en mise en scène, on va dire, si tu veux faire la recherche du plan, genre, c'est pas dans ce film-là que tu vas trouver forcément le brio technique, mais c'est-à-dire que c'est des plans très, soit on est en fait, c'est toujours les deux, des très grands plans d'ensemble, ou alors on est très collé au perso. Et vraiment, on insiste sur le regard, c'est ça quand on parle d'émerveillement, c'est que tu vois, les regards désabusés de tout le monde, on insiste là-dessus avec des grands travelling, c'est des caméras très posées, des longs plans, quoi. Le film respire, quoi, de fait, en fait. Et si, oui, je pensais aussi à un truc, c'est par rapport, en fait, finalement, en revoyant, ouais, Rencontre du troisième type, il y a plein de trucs, en fait, qui ont été aussi un peu récupérés, de manière plus sombre aussi, mais par Villeneuve dans Premier Contact, en fait. Quand tout le délire de communication avec les aliens. Alors bon, du coup, ça se passe pas avec je crois pas que ça soit avec du son dans. Non, Je suis pas dans sûr. Premier Enfin, Contact, c'est que visuel, ouais. mais C'est des dessins sur, en fait, espèce de guide. c'est ça, c'est des dessins. Ouais. Mais tu as vraiment ce même ordre d'idées, cette même, tu sais, la même mise en place, tu sais, du face à face avec l'alien, etc. Qui est pas mal repris finalement de celui-là, qui est modifié et qui est beaucoup plus sombre, mais Dans un ton plus réaliste, ouais. Mais on est sur une ambiance aussi, enfin, quoique réaliste, plus tendue, quoi, on va dire, dans Premier Contact. Il y a un côté, oui. on est beaucoup avec les militaires, on est à l'affût de la moindre menace tout le film. En fait, il y a une espèce de truc de pression qui est au-dessus de tout le monde. Tu suis les gouvernements des différents pays un peu réagir d'une façon pas toujours avenante, d'ailleurs, qui se prépare à contre-attaquer un truc qui n'a même pas attaqué, en fait. Donc on est quand même sur une pression constante, quoi. T'as aussi le côté, tu sais, des personnages principaux qui sont quand même, même s'il y a un côté danger, il y a aussi un côté, tu sais, émerveillement Bien de, sûr. on communique, on arrive à échanger des signes avec, une autre intelligence, et cetera. Qui, enfin voilà. Puis bon, après, dans la personnage, je sais plus comment elle s'appelle, la traductrice c'est Lois Lane, je crois, dans. C'est Amy Adams. Ouais. Et bah C'est elle, Amy Adams, là. enfin, genre, elle est dès le début, si tu veux, elle est, en fait, au début, on suit son émerveillement de découvrir, en fait, qu'on l'amène pour la première fois face, en gros, à l'entité extraterrestre à travers je sais plus ce que c'est, la vitre, enfin, peu importe. En fait, elle découvre ça, en fait, elle est émerveillée, mais elle a peur aussi. Enfin, il y a un côté, on est sur un film plus noir, et en fait, elle va, elle aussi, un peu se laisser guider, à la passion de son métier face à ce qui lui arrive. Genre, elle a l'impression d'avoir un rôle presque supérieur à jouer. Donc l'effet réaliste, en fait, va se dissiper au profit d'un truc où, en fait, elle va un peu sauver le monde à la fin, parce que c'est elle qui va plus ou moins, de façon, voilà, je sais plus, elle va contacter un Une politique. histoire de temps, Ouais, voilà, ouais. ouais. Puis grâce à la petite traductrice, en fait, enfin, ce petit personnage est vraiment annexe au récit, qui confronte beaucoup de politiques, d'autres instances de différentes contrées et pays. C'est ce petit personnage-là, qui va être le doigt dans l'engrenage, qui va dire en gros, on va éviter la merde, on peut faire quelque chose de bien et compagnie. Puis celle qui va un peu libérer tout le monde. Donc ouais, on part après sur un truc aussi un peu merveilleux, mais ouais, il n'y a pas de couleur, tu vois. Premier Contact, c'est un film très saturé. Oui, non, c'est ce que je dis. Après, c'est beaucoup plus sombre, Mais quoi. tu vois, moi je compare vraiment. Je dis, moi, c'est ouais, le film qui ressemble le plus pour moi à celui-ci, c'est Abyss, quoi. Vraiment Abyss de Cameron, quoi. C'est vraiment, je trouve, vraiment les deux, ils se regroupent, quoi. Je trouve que c'est vraiment des films tu sens que, d'ailleurs, Cameron, je crois qu'il lui en parle dans la fameuse interview qu'il fait sur je sais plus quelle émission, justement, de l'histoire de la science-fiction. Et, tu sens que le mec le tient en haute référence, quoi. Et ça se ressent vraiment, quoi, dans le film.
D'ailleurs, il y a 10 ans d'écart, mais des fois, t'as vraiment des plans, c'est impressionnant, quoi. Les plans dans l'eau, la première apparition, t'as une espèce de grand plan. En fait, tu sois en premier plan, t'as le personnage de, alors, je sais plus si c'est Adaris ou sa copine, qui est de dos avec, en fait, à ce moment-là du plan, l'eau apparaît comme un écran de cinéma, en fait, comme si c'était un personnage face à un écran de cinéma, c'est presque un spectacle qui se déroule devant ses yeux, et tu vois une espèce de balai de couleurs et tout. Enfin, il y a un côté, ça ressemble vraiment à l'arrivée des vaisseaux dans le film, quoi. Dans la façon de poser la caméra, la façon de représenter l'entité qui va débarquer sur Terre, une espèce de côté pas forcément menaçant tout de suite, mais presque magique, quoi. Avec le recul, je sais pas si aujourd'hui je dirais que c'est mon Spielberg préféré. En tout cas, clairement, il est dans mes plus hauts, dans les plus hauts quand même. Oh, bah, ça reste. Il y a vraiment un truc unique et ouais, comme on disait, c'est le Spielberg un peu originel, quoi. C'est Bah, la en synthèse, fait, si quoi. on est honnête et franc, je pense que le vrai Spielberg pur et dur, ce serait E.T. pour moi. Mais celui-ci, on est vraiment. Ouais, mais tu vois, je trouve que il y a déjà tout dans Rencontre du troisième type, en fait, tu vois. Ouais, Finalement, E.T., la seule différence, c'est que tu suis un gamin, quoi. Enfin, tu vois, que mais c'est. on est vachement plus concentré dans E.T. sur ça y est déjà dans ce film-là, encore si tu veux, mais sur l'aspect familial, vraiment, tu sais, tendu, parce qu'en plus, je sais plus comment je crois qu'il y a un divorce, ou je sais plus comment ça fonctionne. Bah, le père est parti Oh, le avec, père est on sait pas, parti, ouais, puis on euh, sous-entend qu'il est séparé avec quelqu'un. c'est ça, ouais. Le petit garçon va s'attacher au personnage d'E.T. parce que c'est quelqu'un qui va le comprendre, parce que, enfin, toi, il y a quand même quelque chose, il retrouve en lui un espèce d'apport de sécurité, quelque chose qui, voilà, donc il y a beaucoup de thèmes aussi qui sont dans E.T. Et celui-ci, je trouve, c'est les prémices un peu. Je sais pas si je préfère peut-être E.T. Dans un autre genre. C'est une approche encore un peu différente de l'arrivée extraterrestre, mais je préfère celui-ci. Peut-être que, je sais pas, peut-être plus vraiment subjectif, mais E.T. je l'ai vu tellement beaucoup quand j'étais enfant. Et c'est vrai que celui-ci, je l'ai vu assez sur le tard aussi. Donc je sais pas, peut-être je pense que j'aurais vu Ghost, tu vois, je pense qu'il m'aurait marqué peut-être plus encore. Et ben voilà, du coup, c'était notre retour sur Rencontre du troisième type, Close Encounters of the Third Kind, par Steven Spielberg. Du coup, qu'est-ce que tu nous as choisi pour la prochaine fois, Eh ben Arnaud? écoute, tout simplement, après Spielberg, ce sera le Baltringue de Vincent Lagaffe. Non, je rigole, non, je plaisante. Allez, avec grand Ça plaisir. Allez. sera Fun Game, hein. Fun Game, parce que c'est pas forcément un très grand film, mais son réalisateur a décédé il y a pas longtemps, Joel Schumacher, et je pense que je trouvais intéressant de revenir sur ce film-là, qui est pas toujours le plus cité dans sa carrière, et je trouve qu'il y a moyen de dire quelque chose. Ouais, puis je trouve quand même plus intéressant de citer Fun Game que Batman Forever, quoi. Et que Batman et Robin, surtout. Mais Batman et Robin. oui, 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 voilà. Je pense que pour lui rendre hommage, on pouvait s'attarder sur autre chose que c'était. Ouais, sur un bon film. Voilà. Sur un Oh, très, bon film, hein. très bon film. Ouais. Ouais, 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 oui, oui. Voilà, voilà. Et bien, du coup, la prochaine fois, on se retrouve pour Fun Games. En attendant, les cinémas sont ouverts. Alors bon, malheureusement, il n'y a pas encore de nouvelles programmations. Il y a très peu de nouveaux films. Mais n'hésitez pas à aller voir des films encore et encore. Salut à tous. Salut Arnaud. Salut.